Tout pour investir, la place de l'IMO. La place de l'IMO, comme tous les jours, avec Marie Cœur de Roi qui nous rejoint. Bonjour, chère Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes entre femmes sur ce plateau et avec vous, bien sûr, auditeurs, auditrices. Sandrine Alonier nous rejoint. Bonjour Sandrine. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la casquette de porte-parole du réseau L'Adresse que vous portez. Tout à fait, on va parler d'immobilier, mais immobilier, taux, tout est lié finalement. On parle toujours de la même chose en fait. Mais avant de parler de toutes ces choses très liées, je vais vous demander votre réaction sur le discours de politique générale du Premier ministre hier. Quelques annonces sur le logement, notamment un sujet qui est cher à Marie, au sujet de la prime, de ma prime rénov', un petit peu de simplification. Qu'est-ce qu'il faut retenir justement pas. Alors pour le coup, c'est typiquement, alors souvent sur l'antenne, Emmanuel Le Chypre fait le distinguo entre ce qui relève du domaine du logement et de l'immobilier. Sur l'immobilier, j'ai envie de dire bienvenue en 2017, parce que en l'occurrence le choc de l'offre, ça avait été promis par Emmanuel Macron au moment de sa première élection. On a vu ce que ça avait donné. Dans la foulée du choc de l'offre, on avait un effondrement de la construction de logements en France, alors qui a été accentué ces dernières années par beaucoup d'éléments, notamment la politique, mais pas que. Bien sûr, il y a un aspect à la fois structurel et conjoncturel à ce qui se passe en ce moment, mais le fait est que le choc de l'offre, on l'a annoncé en 2017, on l'attend toujours. Donc déjà, bienvenue en 2017. Pire, quand on nous dit j'annonce des mesures spécifiques pour le logement intermédiaire, sur ma prime rénov', sur le DPE, en fait tout ça, ça date de novembre 2023. Il y a 3 mois, feu Elisabeth Borne à la tête du gouvernement nous annonçait la même chose, précisément ce qui a été annoncé par Gabriel Attal hier, depuis Dunkerque. Donc en réalité, là-dessus, rien de neuf. En revanche, sur le logement, et en particulier le logement social, c'est là où on a eu quelque chose d'un peu nouveau, et c'est pas forcément une bonne nouvelle, ça reste relativement inquiétant. Qu'a dit le Premier ministre, c'est qu'il voulait lancer une réflexion autour des quotas SRU, les quotas de logements sociaux dans les villes. Je vous rappelle, ces quotas, c'est 25% d'ici à 2025 dans la plupart des villes de France. Aujourd'hui, quand on calcule ces 25%, on ne prend que le logement social, avec différentes typologies de logement social, mais peu importe, le logement social. Le logement intermédiaire, qui s'adresse aux classes un peu au-dessus que les ménages très modestes pour le logement social, n'est pas intégré aujourd'hui dans ces quotas. Eh bien, Gabriel Attal nous a dit hier qu'il souhaitait lancer une réflexion pour inclure une part de logement intermédiaire dans le calcul de cette part de logements sociaux. Autrement dit, potentiellement, ça pourrait cannibaliser des places de logement social alors qu'on en manque terriblement aujourd'hui. Je rappelle que l'Union sociale pour l'habitat, qui représente les bailleurs sociaux, nous a encore dit il y a quelques jours qu'on avait atteint un nouveau record, 2,6 millions de ménages en demande d'un logement social en France actuellement. Et ils ont fait les comptes dès hier soir après le discours de politique générale pour dire que sur ces 2,6 millions de ménages en attente, seulement 3% étaient éligibles à un logement intermédiaire. Donc concrètement, on a des gens qui attendent massivement un logement social, voire très social. Bien sûr qu'il y a des besoins en termes de création de logements intermédiaires, c'est pas le sujet, mais le risque, c'est qu'au lieu d'élargir l'assiette, finalement, on va rétrécir les parts à l'intérieur, et ça sera peut-être au détriment des ménages les plus modestes. Rappelons qu'on a plus de 600, voire 700 villes, je crois. La Fondation Abbé Pierre avait fait un travail de fourmi pour regarder les bilans triennaux de la production de logements sociaux, et qu'on a quand même à peu près 600 ou 700 villes qui sont carencées, qui n'ont pas atteint les objectifs qui leur avaient été assignés en termes de production de logements sociaux. Il y a certaines villes qui sont de mémoire à 1% des objectifs atteints, pour Neuilly par exemple, en banlieue parisienne. Donc voilà, le risque, c'est qu'encore une fois, ça se fasse au détriment des plus modestes. Le problème du logement, ou la crise du logement, elle concerne évidemment les ménages les plus pauvres, mais aussi la classe moyenne. Sandrine, est-ce que cette annonce de quota SRU modifié vous étonne, comme Marie ? Alors, non, je ne sais pas si elle m'étonne ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas ces annonces qui vont résoudre le parcours résidentiel qui est complètement bloqué. C'est parce que les gens n'arrivaient pas à acheter, qui restent aussi dans le parcours locatif, et du coup, il n'y a plus de place aussi pour des gens avec des moins bons dossiers dans le locatif traditionnel. Mais voilà, c'est pas forcément en partant du bas qu'on va résoudre l'ensemble de la chaîne. Donc, il va falloir évidemment aller bien plus loin. Et là, aujourd'hui, il n'y a rien qui est de nature à pouvoir résoudre la crise du logement qui est en effet à tous les étages. Et tant qu'il n'y aura pas ce fameux choc d'offres que du coup on attend depuis 2017, il n'y aura pas de réelle baisse de prix. Et ça, on va en parler après. Aujourd'hui, dans un contexte où il y a un manque d'offres, les prix ne peuvent pas baisser. Et du coup, l'accès à la propriété reste de toute façon très compliqué. Bon, on va utiliser vos petites antennes que vous avez sur le terrain grâce aux agences L'Adresse.
Par quoi on démarre? Justement, en fait, Sandrine, elle a fait un travail de fourmi, elle aussi, très précisément, pour aller demander aux agents du réseau L'Adresse leur vision du marché, ce qu'ils constataient en ce début d'année 2024. D'abord sur les taux, et là vous allez avoir la double casquette, vous financez réseau L'Adresse et agents immobiliers. Précisément, du côté des agents, qu'est-ce qu'on perçoit de l'accès au crédit en ce début d'année? Oui, voilà, ce qui est très important, c'est que ça fait un mois que la tendance a réellement changé. On est passé d'un discours pessimiste à un discours plus optimiste, avec des banques qui reviennent sur le marché, quelques baisses de taux dans plusieurs établissements. Donc finalement, un retour à un discours à peut-être que 2024, c'est de nouveau le moment d'acheter. Et comme on était dans un climat très attentiste, voilà, le sujet, ça a été de savoir est-ce qu'on perçoit déjà un impact de ces bonnes nouvelles sur le marché? Et la réponse est oui, dans la plupart des villes. Alors ce n'est qu'un frémissement, encore, hein, c'est vraiment concrètement, ça se traduit par de nouveau des primo-accédants qui appellent pour visiter des biens, qui ont été évalués leur capacité d'emprunt, qui veulent à nouveau visiter, alors qu'ils avaient mis leur projet en retrait. C'est pas pour ça qu'ils vont passer à l'acte tout de suite, mais c'est aussi de nouveau des gens qui veulent mettre en vente leurs biens, qui refont des estimations en se disant que peut-être les acheteurs vont revenir. Donc c'est de nouveau le téléphone qui sonne dans les agences immobilières, et ça c'est une excellente nouvelle. Alors c'est plus le cas plutôt dans des villes moyennes où ça reste encore, où les prix restent encore abordables, etc. Mais voilà, déjà c'est un mouvement qui commence un peu à frémir, et ça c'est une première bonne nouvelle. Bon, par contre, il y a l'enjeu prix derrière, parce que l'autre attente précisément aujourd'hui pour tout le monde, qu'on soit vendeur ou acheteur, c'est de savoir quel sera le juste prix, quel est aujourd'hui, quel est-il aujourd'hui, et demain. Et là, en l'occurrence, on fait quoi là? Les vendeurs, ça y est, ils acceptent de baisser leur prix? Ils sont comment? Dans quel état d'esprit? Pour répondre à cette question, il faut regarder les baisses effectives de prix. Donc là, sur un an, c'est vrai que selon les villes, on est sur des baisses très faibles, hein, entre 3% dans des villes moyennes de province très attractives, mais jusqu'à 8% à Paris. Donc ça, c'est ce qui est constaté sur le terrain, avec des baisses de prix qui se sont plutôt faites sur la deuxième partie de l'année, puisque le premier semestre est quand même resté très dynamique. Donc la plupart des agences considèrent que ces baisses de prix vont se poursuivre, parce qu'il y a toujours une inertie. Une inertie, on voit bien, les taux ont fortement augmenté et les prix n'ont baissé qu'avec un semestre de décalage. Et bien là, même si les taux baissent un peu, les prix vont continuer à baisser, au moins sur le premier semestre. Sauf qu'il y a déjà des vendeurs qui disent sur le terrain, notamment dans des villes où il y a quand même pas mal de demandes, comme Angers, des villes où il y a pas mal de tensions, où il y a peu d'offres, des vendeurs qui disent « Ah, finalement, je suis pas sûr de vouloir vraiment baisser mon prix, on va rester sur une estimation un peu haute, sur un prix un peu haut, et puis on verra plus tard, je pense que les prix vont finalement pas baisser. » Donc on a des vendeurs qui retrouvent une confiance, alors que non, les acheteurs restent quand même exigeants, font encore des offres évidemment fortement sous le prix, mais on n'est pas en pourcentage de négociation, on est plutôt sur des baisses de 10 000, 15 000 euros, mais qui sont finalement pas énormes sur des biens à 300 000 euros. Bien sûr. Donc toujours en gros des acheteurs qui essayent de négocier et des vendeurs qui, dans ce contexte de finalement baisse des taux, se disent que finalement ils vont peut-être pas avoir besoin de baisser leur prix. Donc on va retourner dans cette friction entre des acheteurs et des vendeurs qui ne se comprennent pas, et l'agent immobilier qui est au milieu et qui doit arbitrer pour que voilà, les transactions se fassent, puisqu'il y a quand même des gens qui sont obligés de vendre. Je me fais le relais de plusieurs auditeurs qui nous écrivent. Et puis vous savez, quand on fait de l'IMO, après tout le monde vient vous poser des questions. Donc dans le building, Marie et moi, on est sollicités par beaucoup de gens qui sont dans une situation, ça va peut-être parler à ceux et celles qui nous écoutent, de gens qui viennent d'acheter un deuxième appart et qui aimeraient vendre leur premier appart et qui sont un peu coincés. Des gens qui souvent ont fait une acquisition top of the market il y a quelques mois et qui là se retrouvent avec une valorisation de leur premier bien en deçà de ce qu'ils ont acheté. Qu'est-ce qu'on fait quand on est coincé entre un appartement dont on est propriétaire, qu'on a surpayé, et un appartement dont on veut se séparer, qu'on ne veut pas vendre à un prix trop bas? Quel conseil vous donnez à ces gens dans cette situation? Alors, en effet, parce que eux, ce sont malheureusement un peu les perdants du marché. Ils ont pas forcément bien joué là-dessus. Heureusement, ils doivent avoir un crédit relais. Donc, un crédit relais, c'est valable 12 mois. Voilà, 12 mois renouvelables. Donc, ils ont 24 mois théoriquement pour vendre leurs biens. Donc, déjà, eux peuvent prendre le temps. Mais c'est évidemment ceux qui se sentent le plus pris à la gorge, parce que pendant ce temps-là, il y a des intérêts qui courent. Même si on rembourse pas le capital du crédit relais, on rembourse quand même des intérêts.
tous les mois. Donc c'est vrai que ça, c'est des situations difficiles. La bonne nouvelle, c'est que les banques se prémunissent un peu de ça. Et c'est-à-dire que quand on fait un crédit relais, la banque va prêter 30% va prêter 70% de la valeur du bien. Donc théoriquement, ils peuvent absorber une baisse de 30% du prix. C'est évidemment pas ce qu'ils veulent faire. Mais bon, là, le conseil, c'est que si les acheteurs reviennent, voilà, c'est peut-être aussi le moment de faire un arbitrage en se disant, est-ce qu'on a plutôt intérêt à vendre maintenant avec une petite baisse de prix, mais finalement on prend économiser comme on dit sur les marchés. des intérêts futurs. Voilà, c'est vraiment si... Et après, il ne faut pas que le bien soit, entre guillemets, cramé. Ça, on entend souvent les agents immobiliers dire ça. Quand un bien est en vente depuis 6 mois, 8 mois, 1 an, qu'on l'a déjà retiré une fois, qu'on l'a remis sur le marché, trop attendre, c'est pas forcément la bonne solution. C'était la question que j'allais vous poser, parce que du coup, comme vous êtes allé embêter les agents du réseau L'Adresse, j'imagine qu'ils vous ont dit un tout petit peu l'état d'esprit, parce qu'à vous écouter, on a quand même l'impression qu'il y a quand même cette espèce de frémissement dont vous parliez. Mais justement, est-ce que ce climat j'ai envie de dire, de rechangement du marché, est-ce que ça ne provoque pas une forme d'attentisme? Et j'ai envie de dire, plus globalement, on avait un cas précis proposé par Lorraine, mais est-ce que globalement, qui a intérêt à attendre, qui a intérêt à aller vite? Aujourd'hui, c'est toute la question. À chaque fois qu'on dit, il y a une hausse, il y a une baisse quelque part, que ce soit du côté des prix ou des taux, on nous pose toujours la question, est-ce qu'il faut se dépêcher ou est-ce qu'il faut attendre? Alors, les conseils, en effet, je les ai interrogés aussi sur ce sujet. Les conseils pour les acheteurs, c'est de profiter de ce moment où, certes, les taux n'ont pas encore fortement baissé, mais du coup, les acheteurs ne reviennent pas massivement sur le marché. On peut encore visiter plusieurs biens, prendre le temps, avoir des décotes de prix, et on n'est pas obligé de faire une offre dans l'heure, dans la journée ou dans la semaine. Donc là, il y a quand même ce côté de confort où on peut encore avoir des opportunités et négocier les prix, puisqu'il y a quand même des vendeurs qui essayent de vendre depuis plus d'1 an. Donc ne pas attendre, avec la possibilité de renégocier à la fin de l'année. Par exemple, un crédit de 200 000 € à 4% sur 20 ans, si on le renégocie au bout d'1 an à 3%, donc je dis bien 1 an, et bien là, on va économiser 62 € par mois sur la mensualité et 15 000 € au total. Donc finalement, on va retrouver un peu cet écart de taux, enfin cet avantage des taux, tout en ayant pu quand même avoir le temps de visiter des biens, bénéficier des décotes sur les passoires thermiques, etc. Pour les vendeurs, voilà, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Mais le bon conseil quand même, c'est d'écouter les estimations des professionnels. Parce que beaucoup, évidemment, ne veulent pas vendre à une estimation qu'ils jugent trop basse, parce que c'est vrai que 10% sur un bien à 400 000 €, ça fait quand même 400 000 € de moins, 40 000 € de moins, heureusement, plus rien. sur lesquels on pouvait compter pour racheter, etc. Mais si on vend maintenant moins cher, on va aussi racheter moins cher derrière. Ça. Et donc finalement, et entre-temps, payer moins de frais de notaire. Donc là, tout dépend aussi du projet, mais que les gens surtout écoutent les estimations des professionnels. Ils sont pas là pour vendre moins cher, pour vendre plus vite. Ils sont là tout simplement pour que le marché reprenne et remettre de la fluidité dans ce marché. Donc écoutez les estimations des professionnels et ne pas attendre 6 mois, 8 mois. Plus un bien attend et moins forcément il se vendra au prix. Et on dit souvent que la première offre est la meilleure. Donc là, il y a de nouveau des gens qui font des offres, qui se positionnent. Donc voilà, que les vendeurs les acceptent. Le mot de la fin. Moi, c'était juste une question. Ils vont baisser ou pas cette année les prix, Sandrine, compte tenu du début de rebaisse de taux? Grâce à l'inertie, pour l'instant, et aux gens qui attendent depuis 1 an pour vendre, oui, là, on commence à avoir des baisses de prix consenties. Mais jusqu'à quand ça va durer? Dès lors que les acheteurs seront de retour. Juste une petite chose, une baisse des taux de 1 demi-point, ce qu'on constate déjà dans certaines banques, c'est 10 000 € de capacité d'emprunt regagnée pour 4 000 € de revenus. Donc à la fin de l'année, les acheteurs auront potentiellement regagné 20 000 € de capacité d'emprunt. Forcément, les vendeurs vont prendre ça évidemment dans leurs calculs. Merci Sandrine Alonier, porte-parole de L'Adresse. Merci Marie Cœur de Roy pour ce décryptage.